Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous, très heureux de vous retrouver en pleine fête de la nativité. Joyeux Noël à toutes et à tous. Dengue de Sport évoque le rebondissement dans l'affaire du crash de Lunghi. Les ayants droit des victimes réclament plus d'1 milliard de CFA comme dommage. Le crash de Lunghi, souvenez-vous, c'était le 3 juin 2007 au sortir d'un match des éliminatoires de la CAN 2008 au Ghana. 13 Togolais, dont le ministre des Sports Richard Atipoué et le conseiller de la Fédération togolaise de football Théodore Ameira, ou encore Olive Mensa, directrice de la radio Sport FM. Toutes ces personnes sont mortes dans les conditions les plus violentes. On va tenter de comprendre. La sélection junior et senior dames a livré un match amical ce lundi après-midi au stade municipal contre leur homologue du Bénin. On en parle. On fait retour sur la 10e journée de la D1 nationale de football. L'AS Sauterre s'affiche comme le bon élève de ces 3 dernières journées. 3 matchs, 3 victoires. Unisport se reprend après son premier faux pas de la saison. Asco reste imperturbable. C'est Massier Gomido toujours dans le rouge. La D2, elle a disputé sa 2e journée dans les 2 zones. Que font les promus Bunja, US Agbandi ou encore CDF Aknour dans la zone nord? JCA, Koto FC et Tambo dans la zone sud ont analyse. Dengue de Sport invite aujourd'hui Aimé Ekpe, directeur de publication du journal L'équipe sportive, Aristide Kouevidian d'Afrique Info Sport, Félix Walla de Foot Chronique, Latif Irouma de la rédaction de Sport FM. Dengue de Sport mise en onde au Théo Ajavon. La vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dengue de Sport, bienvenue. Joyeuse fête de la nativité à toutes et à tous. Félix Navidad, Blounia, Nuena, Messiame. Oui, Sport FM, la référence sportive. On est en plein dans cette fête-là. Aimé Ekpe, bonjour. Bonjour Franck et bonjour chers auditeurs. Tout va bien? Très bien, oui. Ben, les fêtes s'annoncent bien. Oui, ben, je crois. Il paraît que Jésus va naître encore demain. C'est ça. C'est bien ça. Lui aussi, il est né un jour. Oui, oui, c'est un peu bizarre. Bon, mais bon, on s'en tient. Hein. On a décrété quand même le 25 comme étant donc le jour de naissance de Jésus, donc on s'en tient à ça. Voilà. Félix, voilà, bonne arrivée, bonjour. Bonjour, l'émir de la corporation, bonjour à tous. Très bien, Latif Yorouma en veste. Un rendez-vous peut-être avec le Premier ministre au Fort Nyasingbe. Je me suis juste fait plaisir. Voilà. Juste le plaisir. Voilà. Non, c'est la fête. Voilà. Et l'homme à Dovon, comme toujours, lui, il est en t-shirt. Hein, il aime bien être simple. De l'autre côté, Théo Ajavon, s'il le veut, ben, il se met, on va dire, je sais pas, chemise. Voilà. Style américain. Voilà. Très bien. Et cette affaire qui revient sur le tapis, MEP, vous avez écrit un article là-dessus, le crash de Lunghi, ça fait plus de 12 ans déjà. Hein. C'était le 3 juin 2007 au sortir d'un match contre la Sierra Leone dans les éliminatoires de la CAN organisée à l'époque par le Ghana en 2008 et au sortir d'une très belle victoire, inattendue d'ailleurs, mais on apprend derrière qu'il y a eu crash et dans ce crash, 13 Togolais ont disparu, parmi lesquels le ministre Richard Atipoué, le conseiller de la Fédération togolaise de football Théodore Ameira, souvenez-vous, sans oublier la directrice de Sport FM Olive Mensa et d'autres personnes. C'était un choc difficile à supporter parce que ces personnes ont disparu dans les conditions les plus violentes et aujourd'hui, plus de 12 ans après, ça revient et ils réclament, les ayants droit des victimes réclament plus d'1 milliard. Qu'est-ce à dire? Mais qu'est-ce à dire? Que simplement, c'est leur droit. C'est leur droit. Il faudrait peut-être vivre cette situation pour savoir ce que c'est, parce que nous, on y était, justement. On faisait partie de cette délégation le 3 juin 2007, justement, où le crash a eu lieu donc, à Lunghi, à Lunghi, alors que nous étions donc, à Freetown attendant, justement, le retour de cet hélicoptère donc, pour venir chercher la deuxième vague. Tout à fait, tout
à fait. Bon, voilà, cet hélicoptère n'est plus jamais revenu. Et bon, avec tout ce qu'on connaît donc comme conséquence, à savoir que toute la délégation qui était donc de la première vague a péri justement dans ce crash. C'était dur à supporter, vous le disiez tout à l'heure. C'était encore plus dur pour nous qui étions là, justement. Qui n'étaient pas dans ce malheureux avion, si on peut le dire. Oui, parce que tout le monde était presque candidat à ce crash. Oui, tout le monde pouvait rentrer dedans. Hein. Oui, surtout nous autres, en tout cas. On m'a dit simplement que c'est peut-être la Providence également qui a joué. Parce que moi, par exemple, j'étais en pleine discussion avec le ministre à Tipoué sur le perron de l'hôtel quand sa voiture de commandement était arrivée et il m'a demandé donc de monter à bord pour qu'on continue donc les discussions. J'étais allé donc juste pour prendre mon trolley, enfin ma valise et revenir. Et bizarrement, le temps de revenir, il est parti. Non, pas qu'il est parti, mais plutôt que ma porte était fermée, bloquée. Voilà, c'était ça, bloqué totalement. J'ai tenté d'ouvrir, de forcer, mais alors il s'est fait que la clé était restée de l'autre côté, enfin derrière la porte. Et donc bon voilà, je suis revenu donc à la réception, réclamé avec insistance. Bon, et bon finalement. C'était pas votre jour. Oui, on va dire ça. Et donc j'étais retourné lui dire bon écoute. Je vous rejoins donc à Lundi et puis on va continuer la discussion pour Lomé. Bon, c'est ce qu'on s'était dit, sauf qu'on ne pourra plus jamais refaire cette discussion. Bon voilà, ça fait 12 ans que je me pose beaucoup de questions par rapport à ça parce qu'il y avait donc ce traumatisme également qui nous avait pris, nous qui étions donc là également. Alors peut-être la circonstance c'est un peu bizarre. On attendait le retour de cet hélico. Donc à l'aérodrome, puisque finalement on s'est rendu donc à l'aérodrome pour attendre justement que l'hélico revienne, mais ça tardait à revenir. On ne comprenait pas et puis à un moment donné, bon, on a vu donc certains agents donc de l'aérodrome qui ont commencé à courir de gauche à droite. Ben, on ne comprenait rien. Donc Nicolas Gossou et moi, je lui disais mais qu'est-ce qui se passe? Nicolas dit non, je ne sais pas. Bon, allons-y. On leur pose des questions, personne ne nous répond et finalement on entend donc le téléphone, quelqu'un qui était au téléphone dit là, derrière il se crache. Je regarde mon ami. Qui veut dire que l'hélicoptère venait de cracher. Oui, bon, alors donc, pour passer donc, à tout cela, ça fait 12 ans que l'événement a eu lieu, que ce crash a eu lieu et que jusque-là, il y a eu entre-temps donc un procès et qui avait été organisé et puis dans tous les cas l'État sierra-léonais avait été condamné justement mais il n'a jamais réussi donc à faire ce qu'il devait faire. Sauf que c'est l'État togolais qui a indemnisé d'une manière ou d'une autre les familles. Rappelez-vous, je crois que c'est 10 millions. Et oui, il y avait une somme de 10 millions. Oui, et puis après, il y a eu des enquêtes qui ont eu lieu, justement. Ces enquêtes ont eu lieu et qui ont défini clairement la responsabilité de l'État sierra-léonais. Et donc, il avait accepté, puisque c'était donc à l'amiable que ça a été géré à l'époque. Bon, c'était pas un procès interprété, donc c'était à l'amiable. Ils avaient accepté donc d'indemniser les familles des victimes. Des victimes et depuis rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et hier, les ayants droit ont saisi donc entre-temps leur conseil, le cabinet de Maître Martial Akapo, et qui, disons, a fait rebondir dans cette affaire en essayant donc de faire une assignation finalement donc à la justice togolaise. On espère qu'avec ça, on pourra maintenant... Les accusés, la FTF, la fédération... La CAF aussi. La CAF. Oui, mais dans tous les cas, c'est ce que Maître Akapo Martial peut faire, puisque c'est la CAF parce que c'est elle qui a organisé la compétition. La compétition. Ou bien le match. Oui. La fédération, parce que c'est elle qui a amené des délégations. C'était la fédération de Tata Avlessi. À l'époque, oui, c'était en 2007. Donc, voilà, c'était Tata Avlessi qui était président de la fédération. Donc, bon, voilà, il avait, rappelons-le, loué un avion privé. C'était un avion privé qu'il avait loué d'ici
pour amener donc l'équipe. Et l'avion attendait. Or, il se fait qu'à Freetown, il n'y avait pas d'aéroport. À Freetown, parce que Freetown, c'est une ville, disons, entourée de montagnes. Ouais, de montagnes, de surtout. montagnes, oui. Et donc, on n'a pas pu, si vous voulez, comment dire, construire un aéroport. Et donc, l'aéroport se trouve à Lungi. Et il se fait également que la guerre civile qui avait eu lieu, si vous voulez, en Sierra Leone, a détruit, disons, la route, parce qu'il y avait un grand pont qui reliait en tout cas Lungi à Freetown. Et donc, ça a été endommagé lors de la guerre civile. Il n'y avait que les deux possibilités. Soit vous passez par la mer, en bateau. En prêtant donc un ferry. Ce n'est pas un bateau en tant que tel. Un ferry. C'est un ferry. Ouais. Ou alors, c'est, disons, cette compagnie de Paramount International, en tout cas un hélico que vous pouvez donc utiliser pour traverser juste le fleuve et aller donc de l'autre côté. Bon voilà, donc c'est les deux postes. Si la route existait, on prendrait donc un bus. Ça ne créait pas de problème. Il se fait aussi que par la voie fluviale, ça prend du temps. Il faut au moins 45 minutes à 1 heure de temps. Alors que quand vous prenez l'hélico, à peine 15 minutes, vous avez traversé. Et donc, à l'aller, c'est vrai, une partie de la délégation avait pris le ferry. Le ferry, justement. Nous, on en était dans la délégation de ferry. Mais tellement ça avait pris du temps que, comme on voulait revenir la même nuit, le président de la fédération et le ministre ont souhaité que tout le monde prenne plutôt l'hélico, puisque c'est juste 15 minutes pour aller, il revient 15 minutes, il va retourner, donc on aura gagné quelques minutes, bon voilà, donc finalement c'est ce qui était arrivé. Donc pour revenir, se produit. Pour revenir donc à cette histoire, oui, je crois que ils ont droit, les ayants droit ont droit justement de reposer le problème aujourd'hui et de voir dans quand même, ça fait 12 ans, hein, 12 ans, ça peut encore prendre du temps. Oui, ça va encore prendre du temps, c'est sûrement, parce que ça dépend maintenant de l'État sierra-léonais, puisque c'est lui qui est accusé en fait, parce que c'est eux qui n'ont pas pris les dispositions, n'est-ce pas, sécuritaires. C'est vrai qu'il y a eu donc beaucoup de choses qui ont entouré également ces crashs. Rappelez-vous cette époque, en 2007, il y avait beaucoup de choses qui ont entouré cela. Est-ce qu'il s'agissait d'un sabotage? Est-ce qu'il s'agissait de quoi, etc. Alors, les enquêtes ont été menées et en tout cas, on a pu situer les responsabilités. Et c'est l'État sierra-léonais avec la fédération justement qui sont en tout cas qui sont visés dans cette accusation. Et comme je le rappelle, et il y a eu, disons, un terrain d'entente trouvé. À l'amiable, comme vous venez de le dire. C'était donc à l'amiable. Ouais. Et on n'a pas compris pourquoi depuis des années l'État sierra-léonais n'a pas bougé. Bouger. Très bien, Latif Rouma, vous vous souvenez aussi, hein, c'était une période très difficile. Au lieu de fêter cette victoire inattendue, de la célébrer, c'est plutôt le deuil qui a frappé le football togolais ce jour-là. Ben, on se réveille un peu tout comme dans le noir ce jour-là. Vous vous souvenez? Et 12 ans après, les victimes pleurent toujours. Hein. Ils n'ont pas été dédommagés. On se souvient, derrière, il y a eu crash. Derrière, on avait été chicoté à Cotonou. 2 semaines plus tard. Et puis, voilà, la totale, c'est qu'on ne se qualifie pas aussi pour la CAN 2008. Et puis derrière encore, il y a Cabinda qui est arrivé. Donc, c'est des époques noires pour le football togolais. Bon, maintenant, il faudrait forcément que les vraies responsabilités soient situées. Et donc, aujourd'hui, l'entité totalement visée, en réalité, c'est l'État sierra-léonais. Maintenant, il y a d'autres quand même, d'autres entités qui sont impliquées, l'État togolais par le biais forcément de la Fédération togolaise de football ou bien la Fédération par le biais de l'État. C'est selon, parce qu'il y avait quand même le ministre d'État ou bien de la République qui était de ce voyage et qui a même péri dans ce crash-là. Bon, maintenant, moi, je vois les implications. On parle d'un procès qui a lieu le 25 février
Alors, ça suppose que c'est la CAF, c'est la Fédération sierra-léonaise et la Fédération togolaise de football. Ça suppose que le prochain président de la fédération sera donc au procès le 25 février. Alors, c'est une continuité. C'est une continuité. Vous avez parlé de Tata Vlessi qui était là à l'époque, mais ce n'est pas Tata qui viendra peut-être répondre aux questions. Ça suppose que si c'est Tino Adjete qui est le nouveau président, c'est lui qui sera au procès. Si c'est Hervé Pisa... Vous avez déjà voté? Non, mais je parle de ceux qui ont déjà donné les intentions de candidature. Si c'est le colonel Akovi, voilà, il va hériter d'un procès. Donc, c'est hérité. Voilà, Aristide, bonne arrivée, tout va bien? Oui, tout va bien. Oui, en vert citron, oui. Le vert, c'est la couleur de quoi déjà? De l'espoir, c'est ça? Oui, de l'espoir. Il y a espoir. Oui, il y a pour les ayants droit, c'est ça? Oui, mais il y a citron dedans. Donc. Comme on le dit souvent, qui vit de l'espoir ne mourra jamais de chagrin. Donc, il faut toujours espérer contre toute espérance, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Donc, je crois que dans l'ordre normal des choses, c'est quand même le droit pour les descendants donc de ces personnes, des victimes, de pouvoir réclamer. Il y avait Dahin, il y avait Koudi, il y avait Madame Pondikpa, il y avait l'épouse de Trina, de Chicha, Kodjovima Wena, il y avait Aladi Fredi, il y avait Bombouman, il y avait Lissassi. Ces hommes ont disparu comme ça dans la douleur, mais ça reste dans les mémoires. Oui, je crois que c'est un événement qui restera jamais gravé dans la mémoire de tout un chacun, et certains même en parleront forcément aux générations futures, parce que vous savez qu'un de nos confrères, Pierrot Atchogbe, a d'ailleurs sorti un livre là-dessus pour pouvoir relater les faits, les conditions. Peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là, moi c'est mon avis personnel, si vraiment on avait pris les dispositions, parce que depuis qu'on revenait sur cette affaire, j'ai eu en mémoire récemment ce qu'un Béninois disait lorsqu'on a joué face donc aux Écureuils à Cotonou dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, qui disait qu'il s'étonne, que les Béninois s'étonnent qu'il y ait mort d'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, en analysant les choses, des fois, lorsque nous nous engageons dans des compétitions, on passe par des moyens peu orthodoxe pour pouvoir gagner des matchs. Et donc, des fois, des conséquences... Vous pensez que c'est des conséquences... Non, moi, je fais une analyse. Je fais une analyse. Ça peut être ça, mais... pour pouvoir le dire avec une certaine certitude, il faut vraiment des enquêtes. Au-delà, les ayants droit ont droit à quelque chose, à vivre. À quelque chose. Ouais. Et je pense quand même qu'on a fait du dilatoire. Sinon, on aurait pu terminer avec cette affaire depuis. Regardez, 12 ans. Mais ça va être beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas une affaire commerciale où on vous renvoie tout à l'heure en référé pour que cela puisse être classé. Mais ici, c'est quand même, on parle du code des personnes et de la famille. Parce que les avocats vont argumenter, ils vont quand même demander des dommages et intérêts. Est-ce qu'il y aura encore ça? Parce que là, il y a déjà quelque chose qui est arrêté. Il y a eu une conciliation. On a trouvé un terrain d'entente. Et donc, c'était à l'amiable qu'en principe, l'État sierra-léonais et la Fédération sierra-léonaise de football ont accepté dédommager, justement. Et le drame, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Alors donc, c'est là cette assignation, peut-être, c'est pour rallumer la flamme autour de cette histoire, pour qu'on s'occupe de ça très rapidement. Tout à fait. Bon, maintenant, c'est sûr que le cabinet de Maître Martial Akakon va vouloir mettre la barre un peu plus haute, justement, pour peut-être espérer avoir au moins ce qui était convenu. Voilà. Mais ça va être compliqué quand même, parce que l'État sierra-léonais, je pense à mon avis, devait réagir depuis, mais il faudrait quand même qu'on sache que pourquoi est-ce que cet État n'a pas réagi? Est-ce que cela est dû, disons, à une volonté manifeste de ne pas... C'est la mauvaise foi ou c'est ce que je dis. Une volonté de ne jamais payer. Voilà, c'est ce à quoi je voudrais en venir. Et là, par exemple, ça ne serait plus forcément une affaire des ayants droit. Je pense quand même que c'est toute la nation togolaise qui doit se lever. Mais il y a le silence. Il y a le silence de la CAF. Oui, il y a l'État. Bon, maintenant, moi, je parle aussi de la CAF parce que d'une autre manière, la CAF peut obliger la Sierra Leone à dédommager clairement. Ce n'est plus une affaire des ayants droit. C'est quand même. Ici, on parle de mort d'homme. Ça devient un problème d'État. Un problème d'État. Oui, je crois que c'est déjà bon
que Martial Akapo puisse soulever l'affaire, que ses ayants droit, justement, à travers Martial Akapo, soulèvent l'affaire. Maintenant, il faudrait que l'État togolais puisse s'en saisir et que la CAF également veille, justement, à régler le problème au plus vite. Voilà. Je crois que c'est de cette seule manière qu'on pourra encore rapidement gérer cette histoire. L'État togolais doit s'impliquer davantage et justement au niveau de la CAF, parce que vous savez, entre États, ça peut se régler très rapidement. Oui. En tout cas, c'était sous Issa Yatou. Maintenant, c'est Ahmad. Ben, On parle de la continuité. Lui aussi, il hérite de ça. Maman Uyao, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour à tous les auditeurs. En 2007, à l'époque, vous jouiez toujours oui, à Togo Télécom ou à ASCO? À Togo Télécom, mais on était en plein dans la crise. Puis après 2006, on jouait par intermittence le championnat. C'était très dur pour nous parce qu'il fallait être en compétition pour trouver quelque chose à la fin du mois. C'est pour cela que nous saluons le travail de ce bureau qui est arrivé, malgré tout qu'on dit sur lui. Donc, c'était le bureau de... Non, lui parle du oui, puisque nous on avait souffert de ces guerres interminables. Alors, qu'est-ce que ça vous fait 12 ans après? Des gens qui sont morts pour le football, ils sont là, oubliés pratiquement. Bon, l'État a joué sa partition, maintenant il reste ce que doit donner l'État à Sierra Leone, parce qu'ils sont reconnus responsables. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on semble dire aussi que ce que l'État donne n'est pas suffisant. L'État... Rien ne suffira, parce qu'il y a eu mort d'homme. Il n'y a pas de prix pour quantifier ça. Oui. Rien ne peut remplacer quand même ces hommes-là. Oui. Quand on perd la vie, rien ne peut... 10 millions, c'est pas ce que... C'est que l'État togolais a voulu soulager les victimes, les parents et la famille des victimes. Sinon, si on dit que on va au procès ou bien on va au tribunal et on dit que on vous renvoie à aller régler le problème à l'amiable, c'est que la partie défenderesse a reconnu vraiment son tort. Et si elle laissait qu'on passe véritablement par la justice, peut-être que la barre sera très haute et elle va payer cher, très cher. Donc elle accepte son tort et on vous renvoie d'aller régler à l'amiable et négocier. Si la Sierra Leone a accepté qu'elle est en tort, je pense que c'est pour cela qu'on les avait renvoyés pour aller régler le problème à l'amiable. Maintenant, c'est la mauvaise foi de l'État sierra-léonais qui ressuscite cette affaire. Ce qu'elle devait payer, l'État devait payer, l'État sierra-léonais devait payer, la CAF doit intervenir, l'État togolais, la fédération, surtout la CAF, puisque c'est à sa compétition que cela s'est produit. Donc, on doit surtout aller vers la CAF pour qu'elle pèse de tout son poids au niveau de l'État sierra-léonais pour que ce qui a été négocié au niveau de l'amiable puisse être réglé, qu'on en finisse avec cette affaire. C'est ce que moi je peux ajouter sur ce sujet-là. Félix Ouala, vous souvenez, vous étiez où à l'époque? Il y a 12 ans. À l'époque, j'étais encore très jeune. Oui, on le sait. Vous êtes toujours jeune. J'étais enfant. Voilà. Juste placer un mot. Oui, mais moi ça m'attriste que 12 ans après, les familles n'ont toujours pas trouvé une réponse satisfaisante à leur doléance et que les familles se retrouvent à chaque fois autour d'une communauté à jamais Lungui. Et ça m'attriste. Dieu merci, je me suis souvenu dans mon morceau. Oui, c'est vrai. Oui, MEP, on retient quoi finalement par rapport à ces dossiers? Non, mais que c'était déjà bon donc de l'avoir relancé et que on s'en tient à ce que disons le cabinet Martial Akapo a fait, et ça c'est le le porte-voix des ayants droit. Je crois que on va attendre, disons, d'ici le 25 février prochain. Si jusque-là, il y a eu réaction, justement, de la part de l'État sierra-léonais, je crois qu'il pouvait saisir, disons, cette occasion pour rapidement prendre attache avec l'État togolais et voir comment on peut rapidement gérer ce problème. Déjà, que la CAF également est impliquée. Bon, maintenant, comment ça va se faire? Est-ce que la CAF va envoyer son avocat et tout cela? Il ne faut pas oublier que c'est ici à Lomé, c'est au tribunal, le premier instant de Lomé, que, disons, l'affaire est portée. Bon, comment l'État sierra-léonais va se faire représenter, tout cela, c'est à étudier. Mais la communication qui est déjà autour fait que on peut espérer qu'il y a, disons,
une large diffusion de la chose et que ça peut faire écho, il vaut mieux qu'on règle le problème là très rapidement. Très rapidement. Et à côté de ça, il y a ce drame de Lungi qui n'est pas de Cabinda qui n'est pas très loin. 10 ans le 8 janvier prochain. Mais il semble que là également, les parents des victimes ne sont pas satisfaits. Cette affaire aussi reviendra sur le tapis certainement. Voilà, le souhait c'est que ça se règle très rapidement pour que chacun puisse totalement faire le deuil. Et voilà, donc on continue. Dingue de Sport, voilà, qui va s'occuper maintenant des matchs amicaux des sélections féminines juniors et seniors. C'était hier au stade municipal de Lomé, 2 matchs contre le Bénin. Au sortir de ces essais-là, la patronne, la sélectionneur des filles togolaises s'est prononcée, Kaito Meti. 2 victoires, c'est de bonnes choses. Mais chez les petites, les U20, on a senti un jeu. Elles ont circulé la balle, elles ont tenté de poser le jeu et d'animer le système de jeu qu'on a mis en place. Je félicite les filles d'avoir assimilé, appliqué uniquement ce qu'on leur a montré à l'entraînement. 3 séances avec ce jeu-là, je me dis que l'équipe U20 a de l'avenir. Chez les grandes, c'est une déception. C'est une équipe qui fait 2 ans ensemble. On a mis les mêmes éléments qui ont toujours joué, ça fait 2 ans. Mais le jeu que mes filles ont produit ce soir, je ne le reconnais pas. On n'arrivait pas à aligner 6 passes. Elles sont rentrées dans le jeu des Béninoises qui dégagent. Elles ont voulu aussi jouer comme les Béninoises. Il y a de la pression sur vos joueuses? Non. Pas de pression. Elles sont arrivées très suffisantes. Elles pensaient qu'elles ont déjà gagné le match. Quand le mental n'est pas là, le physique ne répond pas. Elles ont déjà joué le match dans la tête. Elles ont cru que c'est un jeu facile. Mais sur le terrain, les Béninoises étaient agressives. Ce qui fait que dès 2, 3, 4 contacts, elles ont perdu carrément le sens du jeu et elles ont fait de n'importe quoi. Mais là, ça ne se fait pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours. Des sélections féminines qui se regroupent, qui disputent des matchs amicaux, ça c'est à féliciter. Oui, c'est déjà bien quand même d'offrir ce plateau, ces plateaux à ces filles-là. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de communication autour de cette initiative-là, mais c'est déjà bien de voir ces deux sélections jouer. Moi, je dis l'avenir est beaucoup plus au niveau des juniors, des U20, parce que lorsque vous écoutez Tometi Kaye parler, la sélectionneur, elle dit... Bon à prendre pour les U20, rien à retenir chez les seniors. Chez les seniors. Et elle parle des filles qui étaient là depuis 2 ans, qui se connaissent. Moi, je dis oui, c'est parce que c'est trop statique au niveau des seniors. Vous prenez cette équipe, c'est souvent les mêmes joueuses qui n'ont pas véritablement de marge de manœuvre, d'évolution, parce que voilà, le championnat même, ce n'est pas véritablement ce que c'est. Et donc, on a des joueuses de nom qui sont en train de prendre de l'âge et ce n'est pas ça. Et donc, on ne peut qu'avoir ces résultats-là. Heureusement que le regroupement a pris en compte les U20, même si elles auront leur compétition à part. Je crois que demain, ce seront ces U20-là qui viendront forcément étoffer cette équipe en bloc pour pouvoir demain essayer de quitter peut-être la dernière place ou bien l'avant-dernière place au niveau donc de l'UFOAB. Et c'est déjà bien. Félicitations à la fédération sur justement cet aspect-là. Oui, des regroupements après ponctués par des matchs amicaux pour les filles, hein, ça n'arrive pas souvent. On peut quand même féliciter la fédération Mama Uyao. Oui, nous le disions depuis. Ils sont dans une bonne lancée par rapport à tout ça, parce que dès les premières années, quand il n'y avait pas de compétition, mais ils ont réussi à stimuler ces jeunes-là en les lançant sur le plan international. C'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, hier, on a vu ces 2 matchs, mais on déplore le manque de jeu consistant au niveau des seniors filles. Le problème se situe à un niveau. C'est parce que au niveau des filles surtout, il faut que la relève soit rapide par rapport aux hommes. Puisque leur morphologie, vous voyez, les filles, elles se fatiguent vite par rapport à leur corps. Donc, il faudra avoir ça en tête, que chez les filles, il faut renouveler vite les effectifs. Donc, elles sont là 2 ans, mais si vous campez sur l'effectif là,
qu'ils vont être toujours en forme, qu'elles vont être toujours en forme. C'est un conseil que vous envoyez à Tom Etikaï? Voilà. Il faut voir toujours dans la catégorie inférieure, comme les juniors là, vite remplacés à des postes où on sent qu'il y a une faiblesse. Sinon, si on les garde, ce n'est pas des hommes. L'homme a une durée par rapport à ses muscles, par rapport à ses réactions. Il peut réagir. Vous voyez les grands joueurs, les Cristiano. Même aujourd'hui, je peux donner l'exemple du métronome du jeu, Dito Boleux sous la foi des nerfs. C'est ce que nous appelons le vieux de la vieille. Vous parlez souvent des choses. Wega et Meassin. Je vous dis, il est comme du vin. Hein? Je vous dis, plus il devient bon. Oui, on déplace le débat un peu, mais je vous dis, ce joueur-là, il est beau à avoir joué. Ce n'est pas le physique. Hein. Quand vous le voyez jouer, vous sentez que c'est. Il n'est pas impressionnant physiquement. Non. Mais il a impressionné tout le monde la fois dernière. Je déplace un peu le débat, mais il m'a épaté, ébloui dans sa prestation. Très bien. Je pense que ça, on appelle ça recrutement au niveau d'un club. C'est un recrutement, ça. Sinon, si vous appelez les gens, ils viennent faire les essais, vous piochez, après vous dites qu'ils n'ont pas joué. Et le gars était là, il n'a pas joué depuis 1 an, mais on a pu aller le chercher. Donc, je voudrais dire qu'au niveau des filles, il faut vite renouveler les effectifs. Renouveler, en tout cas, c'est très bien pour les filles. Elles ont l'occasion maintenant de pouvoir s'essayer, de pouvoir se frotter à d'autres sélections. Et ça ne fera que du bien au football féminin. On fait un retour sur la 10e journée de la D1 nationale de football. Et le bon élève sur ces 3 dernières journées, rien à dire, c'est bien l'AS OTR qui a réussi 3 matchs. 3 victoires, mais il rentre, cette équipe ou bien ce club rentre dans un cercle fermé où se trouve Maranatha, Unisport. Il n'y a que ces clubs-là qui ont réussi 3 victoires de rang. La SCK pouvait le faire la dernière fois, mais là, cette équipe a vendangé l'occasion devant Semassi Mouribon, Latif Yuruma, la SOTR. C'est parti, Maurice Noutoudian a retrouvé son jeu. Lorsque vous écoutez Maurice parler, il a dit au sortir du match face à Semassi, lui n'a pas besoin de bien jouer en ce moment-là. Il a besoin de points, de gagner les points, parce qu'il y a une pression énorme au niveau de ses dirigeants qui demandent beaucoup, qui leur disent que ce n'est pas la place quand même de l'AS OTR, vu l'investissement, vu ce qui se passe depuis l'année dernière. Et donc, Maurice Noutoudian a lui, juste comme priorité aujourd'hui, de prendre des points. Parce que, justement, j'ai vu la SOTR jouer face à Semassi. Ce jeu-là va peiner même en 2e division. Je parle des 2 équipes. Hein. Sur ce match, il n'y avait eu rien. Mais au final, la SOTR a gagné. C'est ça, le réalisme. Face à Dito, je n'ai pas suivi le match. Olufade disait, eux, ils ont joué, l'OTR a gagné. Mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et donc, aujourd'hui, les SOTR est en train de faire l'essentiel. Ils l'ont fait également à Tapamé ou à Talou en battant Ifodie. Et donc, je crois que pour l'instant, ils ont besoin de confiance, de se replacer. Ils sont déjà sur le podium. Et puis après, quand les résultats vont commencer par s'enchaîner, derrière, on pourra commencer à dire, mais l'OTR ne joue pas bien, il faudrait commencer à bien jouer. Parce que là, lorsqu'on se dit, nous, on joue bien, alors on va vous dire, et les résultats. Donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est bien pour la SOTR, c'est bien pour Maurice Noutoudian. On va l'écouter d'ailleurs, Maurice Noutoudian, au sortir de ce match contre Ifodie. On a sûrement joué ce match de la belle manière et face à une équipe qui au départ avait le jeu dans ses pieds, le ballon dans ses pieds, il tournait vraiment sur le côté, ça nous gênait vraiment. Donc on a dû repositionner les clients pour pouvoir les cadrer jusqu'à ce qu'on est parti aussi tout juste à plan. On s'est dit qu'ils sont prenants au niveau défensif, c'est un peu timoré. Lorsqu'on les attaque, ils n'arrivent pas à répondre sur le plan défensif. À chaque fois qu'on a de l'occasion, on est arrivé à frapper sur le goal. On a profité sur ça pour pouvoir les obliger à se lâcher. Et voilà, on a marqué ce but-là sur ce corner. Et à l'oreille, c'est un peu de pipon parce que voulant égaliser, au lieu de continuer pas jouer le jeu propre, ils vont lancer sur leur défense. Alors que nous avons les défenseurs qui sont prêts sur le plan aérien, on est très fort là. On a dû gérer le match jusqu'à la fin.
En tout cas, Maurice Noutchoudé, entraîneur de la SOTR qui prend même position sur le podium déjà. C'est une très bonne chose pour cette équipe auterroise à l'arrivée. Et derrière, sans fanfaronnade, les jaunes et noirs de la COSA font également le boulot. Ils enchaînent. C'est une petite victoire depuis le début de la saison. Personne n'attendait les condamnés de la COSA par rapport à ce qu'ils ont connu la saison dernière. Mais Ametokodo Mensah s'emploie. Il a demandé 10 journées et après on peut le critiquer visiblement. Ça semble marcher. Nous l'écoutons. On vient de commencer tout fraîchement. J'avais dit en tant que je dois avoir au moins 10 journées pour asseoir une équipe. Et maintenant, ça commence pas à venir. Et ceux qui ont appris ça, ils verront que vraiment ce que j'ai dit, maintenant, ça commence pas à marcher. Le football, ça ne se paye pas tout de suite. Pour avoir une équipe qui a la cohésion, il faut au moins 3 ou 6 mois. Ça commence pas à marcher et je pense que dans l'avenir, ça va marcher un peu plus que ça. On pouvait tuer le match depuis la première mi-temps. Mais hélas, l'As de Goport, c'est une grande formation. Et nous sommes venus aussi pour les rencontrer. Et heureusement pour nous, ça a marché. Je ne fais que remercier mes joueurs et nos supporters. En temps, il y avait un peu de panique. C'est ça qui a mené dans les dernières minutes, on a paniqué un peu. On va corriger ça dans les matchs à venir. Votre équipe essaie de posséder bien le ballon, les relances propres. Vous avez un impact vraiment sur cette équipe. J'ai été un footballeur et vraiment mon équipe doit jouer au football. Et c'est ça qu'ils sont en train de démontrer. Tout est clair, rien à dire. Ouais. L'ancien taulier de l'ancien sélectionneur de Gottlieb Güller, hein, il dort, il se réveille à Ametokodo Mensah. Oui, oui, Mama Wiao. Oui, les condamnés de la COSA sont dans le rythme, sont dans leur dynamisme, sont dans leur chose, hein, on peut dire. Oui, il se rappelle de la belle époque de l'ancienne équipe de Papa Thiam. J'espère que ça va continuer comme ça. Je pense que ces derniers temps, les cadres de la COSA se sont mis d'accord sur un certain nombre de points. C'est vrai. C'est de suivre l'équipe, de pouvoir soutenir l'équipe vaille que vaille. Je pense que si ça va dans tous les sens, ça n'arrange pas l'équipe. Donc ils ont compris. J'espère que ça va aller. Mais seulement à Kara, les critiques vont trop vite, c'est ça le bémol là-bas. Les supporters n'ont pas besoin de temps pour critiquer. Voilà. Soit il y a le résultat, soit il n'y a pas le résultat. Voilà. Un match, 2 matchs sans gagner, il faut étudier pourquoi ça n'a pas marché, donner le temps à l'entraîneur. S'il y a des personnes ressources, s'approcher de lui faire des propositions pour que ça marche. Mais si on crie tout de suite sur l'entraîneur et puis il perd ses pédales mentalement, vous allez voir que ça ne va pas avancer. Mais j'espère que ce championnat, comme je l'avais dit, et nous en Angleterre ils sont dans la Big 6, hein. Je pense qu'à partir de ce championnat qu'on vit là, il y aura un Big 3 ou un Big 4 au Togo, parce que vous allez voir vers la fin les Maranatha, un Big qui va durer dans le temps. Ce championnat togolais est bizarre, hein. Je le sais, oui. Surtout avec les infrastructures qui viennent. Vous savez, pour asseoir une bonne équipe, hein, que les gens se décuplent, se libèrent et jouent. Et ça dépend de l'infrastructure. Quand les infrastructures sont bonnes, vous allez voir. Par exemple, moi, avant, j'ai commencé en faisant des retournées. Mais sur le chaudron rouge de Sokodé, une fois... C'est impossible. Ou bien vous avez essayé? J'ai essayé. Vous en êtes sorti avec des... Maintenant, c'est resté dans la tête. Quand je veux faire certains gestes, je me retiens. C'est psychologique. Vous allez voir, des équipes vont se développer et vont durer dans le temps avec le résultat. Pourquoi pas, oui. Et ça fait plaisir de voir des clubs comme ça qui enchaînent les performances qui ne se font pas battre. Asco surtout surprend. Et Ametokodo maintenant certainement a un mot à dire là-dessus. Et nous parlons également du leader, hein. C'est après le premier faux pas de la saison, le leader Unisport, vous le connaissez, s'est repris très rapidement et a dominé dans ce derby Sarah Football Club 2-0 et Sibabi Akpo s'est prononcé. Pour la première fois, je peux dire que c'est un match sur lequel on a eu de pression depuis le début du championnat. Dans la mesure où on a perdu à Bolossou et il fut un bon moment, que ce soit Unisport, Semassi, on n'est gagné pas à domicile. Donc ces deux équations-là étaient difficiles à résoudre dans la tête des joueurs. Si bien que cette semaine, il a fallu un travail de psychologie de long en large pour que les joueurs puissent se surpasser. Maintenant, dans le jeu, et heureusement aussi, on a marqué tout début.
Maintenant, le but qui est venu très tôt a libéré complètement les joueurs, si bien qu'ils ont pu dérouler le jeu que nous voulons. Maintenant, on a gagné 2-0, l'adversaire n'a pas démérité. Bon, on savait a priori qu'il y a un attaquant qui nous a gênés depuis la première partie. Maintenant, on a su le contrecarrer par rapport à ça parce que l'adversaire jouait long, or que nous, on voulait poser le ballon. Et au finish, on a fini avec 2-0. 2 buts que depuis ACK, Unisport a marqué 2. C'est aujourd'hui, Unisport vient de marquer 2. Voilà pour laquelle nous sommes très heureux cet après-midi. Si Babi Akpo, l'entraîneur d'Unisport, oui, Aristide Quevilien, cette équipe, elle vous convainc maintenant, ça vous va? Oui, je dirais quand même que c'est une équipe qui a actuellement le vent en poupe. Je l'ai souvent dit que c'est une équipe visiblement qui n'a pas assez d'individualité, mais qui, sur le plan collectif, essaie quand même de faire quelque chose. On se rappelle même de cette rencontre qui a opposé Unisport au Dynamique togolais à l'état-major, avec surtout les meilleures actions donc, de Oloufade et Kabi. Je pense que c'est une équipe qui, aujourd'hui, s'appuie, je dirais, sur son collectif pour pouvoir faire de très, très belles choses. Après ce faux pas, vous l'aviez dit, lors de la 9e journée face au requin mâle des Lacs, je pense forcément qu'ils se sont relevés et donc c'est pour la bonne cause, c'est très bon pour le moral. Et aujourd'hui, si on doit faire le bilan en 10 journées, Unisport c'est quoi? C'est 6 victoires, donc 3 matchs nuls et 1 défaite. Eh bien, ce n'est pas rien, c'est quand même beaucoup de choses en tout cas à mettre à l'actif de cette formation. Unisport aujourd'hui, c'est également un gardien de but, Noureddine Yakoubou, l'ancien gardien de très expérimenté, très expérimenté, qui a été déjà meilleur gardien de ce championnat il y a de cela quelques saisons. Il a porté même les couleurs de la sélection. Hein. Oui, de la sélection là. Ouais. Et donc, il a même été gardien de but de la sélection circonstancielle de Feu Aïvi et Kwevi et de Oloufade il y a de cela quelques années aussi. Je dis quand même que c'est ces atouts-là, à mon avis, qui permettent donc à Unisport. Unisport, aujourd'hui, a quand même, disons, des dirigeants qui sont vraiment conscients de la chose, qui savent que, oui, ils reviennent de la deuxième division. Le président Yerima Machoud. Oui, ils savent qu'ils reviennent de la 2e division. Aujourd'hui, je pense que le plus important est fait pour Unisport. L'essentiel pour Unisport aujourd'hui, c'est quoi? C'est de sauver sa saison. Et déjà, en 10 journées sur 13 en ce qui concerne la phase aller, je pense quand même qu'ils ont déjà fait l'essentiel. Rien ne peut arrêter cette machine Unisport de retourner, en tout cas, en 2e division. Quoi qu'il en soit, ils ont sauvé leur saison. Ils ont sauvé leur saison. Ils ont fait le maintien. Ils ont fait le maintien, c'est le plus important. Même si Unisport n'est pas champion, je crois que personne, n'en voudra à cette équipe. Bien. Alors, on va vous donner rapidement d'autres résultats. Le 0-0 entre Maranatha et Ange. Dito qui domine Boulé sous 3-1. L'AS Togoport qui perd devant Asco, on vous l'a dit, 1 but contre 2. Gomido qui fait jeu égal face à Koroki, 1 but partout. Et nous avons les statistiques de cette 10e journée avec vous. Félix, voilà, c'est bon? Oui, on a des victoires à domicile. Dito qui a battu Boulé sous 3-1 et Unisport qui a battu Sarasport 2-0. On a 2 victoires à l'extérieur. Des condonnants municipaux qui ont battu l'Est Togoport 1-2 et l'Est Auteur qui a battu Ifodje 1-0. 3 matchs nuls lors de cette 10e journée. La SCK face à Semassi 0 but partout. Gomido, Kawaki 1-1 et Ange Maranatha 0 but partout. Au total, on a eu 12 buts au cours de cette 10e journée pour une moyenne de 1,71 buts par match. Voilà, donc un peu les statistiques de cette 10e journée de la D1 nationale de football très rapidement. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, que les cadres de Sokode puissent se réunir rapidement. J'ai suivi un match la fois dernière au municipal, match en retard. Ce n'est pas Semassi que moi j'ai connu. En tant que petit enfant, en allant regarder, ce n'est pas Gauthiaka, Royal Corp, et les temps de Djibiloulou Ganiou, et Mohamed Aziz. Vous n'avez rien vu. Ce n'est pas Semassi, donc ils n'ont qu'à se ressaisir. Très bien. On reparle de cette compétition dans les éditions à venir, mais juste derrière ça, c'est la D2. Nous parlons de la D2. On va voir un peu ce que font les promus dans la zone nord. Latif, c'est donc le CDF Raknour, Bunja et puis US Bandi, les protégés de l'officier Okpaoul. Pour l'instant, ça ne va pas fort, mais Bunja surprend 2 matchs, 2 victoires. Oui, personnellement, ce n'est pas une surprise. Bunja, j'ai connu Bunja étant très 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 petit, et dans la zone, c'était Bunja qui quand même faisait... club dans lequel Feu
Shanghai avait joué. Bunja de Ketao. Donc, c'était une équipe, c'est des équipes traditionnelles de la zone. Et puis après, voilà, Bunja, c'est vrai, est reparti en 3e division. Mais même étant en 3e division, on se souvient, Bunja a gagné une coupe de la Ligue de Kara en battant ASK, Asko, tout cela. Quand le président Ama est arrivé devant à la Ligue de Kara, c'était Bunja. Et souvenez-vous qui était venu jouer le tournoi Sport FM avec les frères Uronimini que Agaza avait recruté et aujourd'hui qui sont au niveau d'Asko de Kara, et Uronimini Nazif a marqué même le 2e but face à l'AS Togopo. C'est pour dire que cette équipe-là a été souvent comme cela. Et donc ça fait déjà 2 victoires. Ce qui est important, c'est de gagner face aux supposés grands également de cette poule, parce que Bikinti est déjà passé par là, a perdu, et puis derrière c'est l'équipe également de Pagoуда, la SBINA qui a été donc plutôt Kaka de Defalé qui a été battu. Derrière on a quand même l'autre promu, US Agbandi, qui visiblement n'est pas dans le coup. Voilà, ils ont perdu à domicile, ils ont perdu également face à Fouadan de Dapon, qui est en train de jouer les premiers rôles. Bon, maintenant, l'autre surprise, c'est le CDF Aknou, que beaucoup attendaient, le champion national de la D3 nationale, pour ne pas faire une tautologie. Alors, maintenant, je crois que cette équipe-là a gardé l'esprit académique. On a des joueurs académiques, on n'a pas voulu peut-être faire des recrues. Voilà, là, ça fait 2 défaites. Pour l'instant, ça joue contre. Ça fait 2. Ça commence très mal. Ça fait 0,4 parce qu'ils ont fait 2-0, 2-0. Ça commence à faire mal. Est-ce qu'ils vont continuer par apprendre avant de commencer à assimiler les leçons? Ce sera trop tard. Ou bien est-ce qu'ils vont vouloir chercher 1, 2, voire 3 expérimentés pour justement cette équipe? Parce que lorsque vous voyez la D2 maintenant, croyez-moi, beaucoup de joueurs qui jouaient il y a encore des saisons en première division se sont retrouvés en 2e division parce que d'autres clubs de 2e division sont mieux organisés, payent mieux même qu'en première division, et donc il va falloir véritablement que le CDF Aknour revoie un tout petit peu la copie si l'objectif est de rester en 2e division la saison prochaine. En tout cas, vous l'avez dit, Fouadan en patron, 2 matchs de victoire là-bas, il n'y a pas de problème parmi les promus dans la zone nord, sauf Bunja de Ketao a bien commencé. US Agbandi et le CDF Aknour doivent revoir leur copie. Lorsque nous revenons au sud, là également, il y a 3 promus. Tambo de Dacha, Koto Football Club de Moretan et la Jeunesse Club d'Agoué. Pour le moment, les clubs qui viennent de l'Est Mono, ou bien des plateaux. Tambo de Dacha, 4 points. Koto Football Club de Moretan également, 3 points. 4 points, oui. Pour avoir gagné un match à la maison et puis faire un match nul à l'extérieur. Oui, Mama Uyao, ces 2 clubs, on ne peut pas trop leur demander pour ce début, c'est ça? Non, Koto et puis Tambo. Ils sont dans la fourchette par rapport aux résultats. 4 points pour des promus devant les ténors comme Étoile Filante à Gaza en temps 2. Il faut savoir qu'il y a un travail qui se fait là-bas. Je pense qu'ils ont réussi peut-être à étoffer le groupe avec les expérimentés. C'est ce qui a manqué peut-être à Aknour. Oui, Aknour, US Agbandi et voilà, tout ça. Ils ont gardé un effectif à base académique. Je pense que quand on monte d'un cran, il faut chercher certains joueurs pour étoffer le groupe. Les enfants vont apprendre par rapport à l'expérience. Je pense que c'est ce que Koto surtout est en train de faire. Ils m'ont surpris, et sortir et prendre un point au niveau de Tchévier. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident devant ce public chaud bouillant. Ils ont résisté physiquement et mentalement pour prendre ce point-là. Je pense qu'ils s'ils maintiennent le rythme, ils peuvent être maintenus en D2. Voire même si le président a de l'ambition et il investit, ils peuvent venir en D1. Parce qu'on a vu US Maceda qui a en quelques années monté, et on a vu ASK quand ils se sont mis. Ange également. Quand ils se sont mis, ils sont montés. C'est parce que quand ces équipes-là montent, ils ne restent pas longtemps, parce que quand ils montent, par après, il y a l'effritement au niveau de la motivation. Il y a aussi des gens qui tournent autour du président, des fois qui le trompent, et ça va dans l'autre sens. Voilà, nous allons justement écouter l'entraîneur de cette équipe de Koto Football Club, Youssouf Rachid.
C'est un bon résultat pour nous. Prendre un point en déplacement, je crois que c'est une très bonne chose. Oui, mais comparativement à dimanche dernier, on n'a pas vu cette équipe-là. Vous savez, nous jouons aujourd'hui un match à l'extérieur. Nous sommes allés vers l'inconnu, c'est un adversaire qu'on ne connaît pas. Donc nous avons voulu dans un premier temps être très prudents. Et là, finalement, on a vu qu'en seconde période de jeu, vous avez changé un tout petit peu, surtout en faisant entrer Mama Belko. C'est ça, parce que nous avons vu que l'adversaire était prenable et nous avons aussi en deuxième mi-temps essayé d'attaquer, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer. Mais un point pris à l'extérieur, c'est une très bonne chose. Il y a toujours ce problème de finition là. Il y a toujours ce problème de finition, mais on continue pas à travailler. Je crois que pour la prochaine fois, ça va aller. Le travail continue. Youssouf Rachid de Koto Football Club devant Grégoire Attignon. On a parlé de deux clubs qui viennent de là, des plateaux. Tambo qui a aussi 4 points, un match nul à domicile et puis cette victoire surprise devant Asfosa ici la dernière fois, 3-2. Le président de cette équipe, c'est l'honorable Yaovi Michel Amétodi que nous vous proposons d'écouter. Les enfants ont mérité la victoire. On va continuer sur cette lancée et puis on verra. Selon vous, qu'est-ce qui a permis à Tambo de gagner à Sosa? Je crois que c'est la stratégie mise en place par l'entraîneur. Vous avez vu que ces changements ont payé. Les remplaçants qui sont rentrés ont fait la différence. Bon, voilà ce que je peux dire. Alors, l'objectif de Tambo dans ce championnat de 2e division? Notre mission, c'est le maintien. C'est une petite équipe. Il faut les accompagner petit à petit. Et nous, quand se maintenir, apprendre à jouer, vous avez vu, il y a des déchets quand même. Donc, il faut corriger petit à petit. L'essentiel est que les enfants restent ensemble pendant un certain temps et puis ça va aller. Mais à cette allure-là, président, est-ce qu'on ne peut pas jouer également la montée? Non, je ne crois pas. Parce qu'on a vu les équipes comme Entente 2, comme Étoile Filante. Nous avons des enfants qui sont en train d'évoluer. Bon, il reste l'automatisme qu'il faut développer. Non, la montée, non. Bon, moi, je ne me vois pas. Mais si ça vient, on la prend. Je ne crois pas que ça peut venir. L'honorable reste humble, oui. Si ça vient, il va prendre, c'est sûr. Voilà, et sans transition, très rapidement, Anas, vous le permettez, on va parler boxe 1 minute avec cette, on va dire, comment il faut l'appeler? C'est une salle. Oui, c'est une salle pour les jeunes. Prince Lorenzo Boxing Club. Voilà. On va écouter. Les conditions sont assez simples, surtout pour les élèves du Togo et a priori les élèves du lycée de Tokoin, ils sont gratuitement. Les enfants doivent s'entraîner ici gratuitement. Les élèves du lycée et autres, les professeurs du sport du lycée de Tokoin, c'est eux les pédagogues, c'est eux qui vont recruter ces élèves qu'on va choisir ensemble, dont on voit les talents, et ils seront ici et seront cadrés. Et ces professeurs le font aussi dans un cadre pédagogique qui est déjà rémunéré par le lycée, je crois. Il faut la taille qui au moins 1m80, 90, mais on a aussi les petites tailles, il n'y a pas de problème. Mais on est plus intéressant en matière de boxe mondiale si on a la grande taille et on est poids lourd. Donc on a déjà choisi quelques qui sont de poids lourds et quelques qui sont aussi de petite taille qui vont le faire. Voilà, l'ambition est claire, trouver des poids lourds, des champions du monde de demain, parce que là, au niveau de la boxe, la catégorie reine, vous la connaissez, c'est lourd. À l'instar de Deontay Wilder, à l'instar de Tyson Fury, à l'instar de Anthony Joshua ou encore Andy Ruiz. C'est les champions actuels. Et voilà, c'est la catégorie reine. Pourquoi pas? Agbonson, il avait, on va dire, une morphologie assez bien tracée, mais après il a disparu dans la masse, malheureusement. On ne peut plus débattre là-dessus. C'est une bonne chose faite par Prince Lorenzo. Aristide, merci d'être venu. C'est un plaisir. Latif Yorouma, merci. Mama Uyao, on se retrouve prochainement. Ouais. Félix Ouala, merci également. Alors, merci Eloma Dovon. Bonne fête à toutes et à tous. On va se retrouver pour la fête de la Nativité. Merci Anas, merci Théo, à bientôt.